Alors maintenant que j'ai un modèle, je vais essayer d'en estimer les paramètres. Alors pour estimer les paramètres, je vais utiliser la méthode des moindres carrés, MMC, exactement comme je l'ai fait pour l'analyse de variance. C'est-à-dire que vous reconnaissez ici le modèle dans lequel alors, les estimations sont remplacées par des lettres latines, c'est-à-dire alpha, je l'estime par A, bêta, je l'estime par B. C'est une petite entorse, on ne met pas des alpha chapeaux et des bêta chapeaux. Dans le cas de la régression simple, les notations sont toujours celles-ci. C'est une petite entorse à un système général de notation. Alors, les estimations A et B, on va les choisir comment? On va les choisir de façon à minimiser les résidus. Alors, on ne peut pas minimiser chaque résidu, on ne peut minimiser qu'une fonction des résidus. Alors, on voudrait qu'ils soient tous petits. Une première idée, c'est la somme des valeurs absolues. Deuxième idée, c'est la somme des carrés. Et la somme des carrés, c'est bien plus pratique à bien des égards. Donc, en fait, la méthode des moindres carrés consiste à trouver A et B qui rendent minimum somme des EI carrés. Alors, le fait d'utiliser la méthode des moindres carrés, ça donne à toutes les estimations des tas de qualités. Qualité qu'elle n'aurait pas si on s'y prenait autrement. Alors vous pourriez me dire, mais ce n'est pas du tout naturel de travailler avec des carrés. Nous, on aime bien travailler avec les nombres, les valeurs absolues. Je dis oui et non. Dans le théorème de Pythagore, qu'est-ce qui s'additionne? C'est bien les carrés, ce n'est pas les longueurs. Eh bien, vous pouvez noter cette analogie parce que c'est exactement une application du théorème de Pythagore, ce qu'on est en train de faire. Ça ne se voit pas immédiatement, hein, il faut être honnête. Vous le verrez peut-être pour certains d'entre vous qui ont la chance de faire des études statistiques plus poussées. Mais, vous voyez, même dans la nature, on est quelquefois amené à additionner des carrés, voilà, quand on calcule des distances. Bien. Alors, tout ceci nous conduit aux estimations suivantes. Alors, voilà une formule qui rappelle un peu le coefficient de corrélation, hein. Alors, petit b, qu'est-ce que ça va être? C'est la covariance de xy sur la variance de x. Dans le coefficient de corrélation, c'était pas, le numérateur était le même, covariance, mais le dénominateur, c'était le produit des écarts types. Hein, on avait écart type en x, écart type en y. Là, on a la variance. Autre chose, petit a, ça vaut y bar moins bx bar, ce que j'écris de cette façon. Alors, quand je l'écris de cette façon, je vois y bar égale a plus bx bar. Ça veut dire que x bar et y bar vérifient exactement le modèle, c'est ça? Il n'y a pas de résidu là. Hein? Alors, c'est ce que j'ai représenté par ce petit dessin. Dans ce petit dessin, vous reconnaissez ici x et y, vous reconnaissez un nuage de points, je calcule une droite de régression, la voilà, a plus bx. Eh bien, quand je regarde ce qui se passe en x bar, je remonte ici, x, y bar. Vous voyez, le point de coordonnées x bar, y bar se trouve exactement sur la droite. Un petit exemple numérique. Vous n'aurez jamais à faire ces calculs à la main. Jamais. Vous rentrez les données sous la forme dans laquelle je vous ai indiqué. Vous cliquez sur ceci, sur cela, vous utilisez telle commande et vous aurez tous les résultats. Alors c'est bien de l'avoir fait peut-être une fois à la main. Toujours est-il que sur ces données, eh bien, on peut vérifier les formules. Voilà. Petit b, ici, l'estimateur de la pente, c'est covariance sur la variance. Donc 2 tiers sur 2 tiers, ça nous donne 1. Quand je regarde ici A égale y bar moins bx bar, comme x bar vaut 0, je m'aperçois que A est égal à y bar. Soit dit au passage, c'est une propriété, lorsque les x sont centrés, la constante est égale à la moyenne des données. C'est une petite curiosité que certains d'entre vous pourront éventuellement prendre plaisir à remarquer. Donc finalement, ma droite, c'est y égale moins 1 tiers plus x. La voilà. Donc moins 1 tiers plus x, la voilà. Donc la pente, elle est bien de 1, ce que je reconnais ici. Voilà ici le centre de gravité, il est bien pile sur la droite. Et voilà mes 3 observations, 1, 2, 3. Propriété des estimateurs. Ça, c'est toujours quelque chose qui est important. La première idée, je considère maintenant grand B. Alors grand B, qu'est-ce que c'est? C'est l'estimateur de la pente. Tout à l'heure, petit b, c'était l'estimation. Maintenant, c'est l'estimateur. Cet estimateur, c'est une variable aléatoire. Qu'est-ce qui est aléatoire là-dedans? Ce ne sont pas les x. Je vous ai dit les x sont les fixes. Ce sont les y. Les voilà. Eh bien, quand je prends l'espérance de cet estimateur, je tombe sur bêta. Donc, c'est vraiment raisonnable de prendre bêta chapeau, de prendre pour bêta chapeau grand B. Donc, les estimateurs sont sans biais. Dans tout ce qu'on a fait,
les estimateurs sont toujours sans biais. Quoi qu'il arrive, vous avez beaucoup de données, pas beaucoup, mal fichus, bien fichus, les estimateurs sont toujours sans biais. Mais là, n'est pas forcément le plus important. Pour A, alors je vous rappelle la définition de A, eh bien l'espérance de A, c'est bien alpha. D'où l'idée de prendre A comme estimateur de alpha. Ici, pas de difficulté, c'est toujours ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors ceux qui ont des cours de statistiques avancées prennent un plaisir à démontrer tout ceci, vous n'en avez absolument pas besoin. C'est juste pour le plaisir intellectuel que les gens font ces démonstrations. Ah, beaucoup plus important pour nous est la variance. Parce que je suis en train d'estimer cette fameuse pente. Vous vous souvenez de ce que c'est la pente? La pente, c'est l'accroissement de rendement quand j'augmente mes engrais d'une unité. Donc vous voyez bien que d'un point de vue pratique, ça va être très important. Ça va être très important parce qu'il y a un moment où je vais dire ça vaut le coup financièrement, puis il y a un moment où je vais dire ça ne vaut plus le coup. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. L'incertitude que je vais avoir sur cette pente. Je vais produire des intervalles de confiance. Hein. Mais pour ça, j'ai besoin de la variance. Alors, je calcule variance de B. Voici ce que j'obtiens. Ça, c'est la formule qu'on voit partout. Et ça, c'est la formule que je vous propose. Sigma 2 sur NSX carré. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette formule? On reconnaît d'abord que la variance de notre estimateur, elle dépend de sigma 2. Sigma 2, qu'est-ce que c'est déjà? C'est la variance du résidu. La variance du résidu, qu'est-ce que c'est déjà? Je fais plusieurs fois de suite l'expérience dans les mêmes conditions, je n'ai pas toujours le même résultat. Donc c'est vraiment ma variance résiduelle. Je vois bien que si j'ai une forte variance résiduelle, j'ai beau faire la même expérience, je n'ai pas toujours le même résultat. Dans ce cas-là, je vais avoir du mal avec ma pente. Elle va être très variable. Ouais, ça c'est naturel. Ça varie en fonction de sigma 2. Maintenant, ça dépend aussi de n, résultat que je retrouve ici. Plus j'ai des données, et plus j'aurai de stabilité dans ma pente. Ok, ça c'est tout à fait naturel. Le fameux sigma 2 sur n, qu'on a déjà commenté maintes fois, se retrouve ici. La nouveauté, et elle est de taille, c'est le Sx au carré. Alors, Sx au carré, qu'est-ce que c'est? C'est la variance des x. Qu'est-ce que c'est les x déjà chez mes doses d'azote? J'ai décidé, par exemple, de faire 50, 80, 100, 120, c'est ça? Bon. Ben, je prends la variance de ceci. Alors, ça m'intéresse parce que je vois que cette variance, si je la prends grande, alors je vais diminuer B. Mais cette variance, c'est moi qui l'ai choisie. C'est moi qui décide si je fais 50, 51, 52 ou 50, 100, 150. C'est moi qui décide. Donc là, vous voyez apparaître, pour la deuxième fois, un germe de la planification expérimentale. La planification expérimentale, ça consiste, à partir du même nombre d'essais, de bien gérer ces essais pour avoir des résultats stables et fiables. Eh bien, ici, cette formule nous apprend qu'il faut absolument prendre des x qui soient assez écartés. Finalement, c'est un peu l'intuition. Si je veux voir l'effet de ma dose d'engrais, si je prends entre 80 et 81, je ne vais pas voir aussi bien que si je prends entre 50 et 100. On retrouve cette intuition, simplement là, elle est chiffrée. Alors, si maintenant je regarde la variance de A. Alors, pour la variance de A, on retrouve des choses qu'on vient de voir. On retrouve le sigma 2 sur n. Je ne vais pas vous le recommander une nouvelle fois. Alors, 1 plus x bar sur sx carré. Alors, le sx carré, on a déjà vu. Ah, la nouveauté, c'est x bar. X bar, qu'est-ce que c'est? X bar, c'est la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne de mes doses d'engrais que j'ai mis dans mon plan d'expérience. Par exemple, j'en ai mis à 50, j'en ai mis à 100. La moyenne, c'est 75. Bon. Alors, si cette valeur de x bar est grande, alors ma variance va être grande. Oula, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je m'intéresse à savoir ce qui se passe quand je ne mets pas d'engrais, puisque A estime alpha, et alpha, c'est le rendement lorsque je ne mets pas d'engrais, eh bien, si c'est ça qui m'intéresse, il faut que je mette aussi des parcelles avec pas d'engrais. Si je mets que des parcelles avec beaucoup, je n'aurai aucune idée de ce qui se passe sans. Voilà une intuition. Alors, il faut quand même le dire, en pratique, le coefficient alpha nous intéresse rarement. Ce qui nous intéresse plus, c'est le bêta, c'est-à-dire l'influence du facteur qu'on étudie. Néanmoins, cette formule est intéressante. Alors, ce petit exemple peut aider certains à bien comprendre ce qui se passe et puis avoir l'intuition de ce qui se passe. Alors, regardez bien. Pour bien faire, il faudrait faire une animation. Alors, vous voyez ce qui se passe. J'ai deux variables x et y. J'ai
la vérité vraie, si je puis dire, y égale alpha plus bêta x, la voilà. Et puis j'ai exactement la même chose ici, xy, et le modèle réel. Alors maintenant, je décide de travailler avec x1 et x2. Ce que je sais, c'est qu'ici, vous vous souvenez, j'avais une distribution normale. Alors je ne vous ai pas redécidé de la distribution normale, j'ai simplement mis 2 points extrêmes. Et puis pareil pour x2. Alors ici, je fais une expérimentation dans laquelle je prends que 2 parcelles. Une, je mets x1, une, je mets x2. Alors je peux mal tomber. Je peux mal tomber. Par exemple, si je tombe sur ce point-là, sur ce rond-là et sur ce carré-là, j'estime ma pente, bah oui, par 2 points, hein, je sais pas, c'est une droite, ça donne ça. Bon. Si par contre je tombe par hasard sur celui-là et sur celui-là, vous voyez, j'ai une pente qui n'a rien à voir, elle est positive très grande. Regardez ce qui se passe ici. J'ai bien écarté x1 et x2. Bon, si je tombe mal, je prends le maximum ici et le minimum ici, bah, je suis quand même pas trop loin de la vraie pente. Si je tombe mal, je prends le minimum ici et le maxi ici, je ne suis pas trop loin de la vraie pente. Donc vous voyez l'intérêt de bien écarter vos mesures x1 et x2. Ça, c'est un premier résultat concernant la planification expérimentale. Simplement, ça suppose une chose. Ça suppose qu'on est bien dans une optique d'évolution linéaire. Si je me dis, oh là, mon évolution, elle n'est pas linéaire, elle est peut-être quadratique, comme on dit. Il y a un maximum, puis il y a un minimum. Dans ce cas-là, je ne vais pas du tout faire la même chose. Mais ce n'est pas du tout le même modèle. Où il apparaît ici que la planification expérimentale, c'est-à-dire le choix des expériences, va dépendre du modèle. On ne va pas du tout faire la même chose si on s'attend à quelque chose de linéaire ou si on s'attend à quelque chose de quadratique, ce qui apparaît ici. Alors nous, ici, dans le cadre de la régression simple, on se place dans la situation linéaire. Et bien voilà, ce qu'il y a de mieux, c'est de mettre toutes nos expériences en x1 et en x2 de façon égale. Ça se démontre d'ailleurs.